Nous allons parler ce soir du Libéria où Washington a été sollicité pour élucider des morts mystérieuses. On sera également au Cameroun. Des experts de l'ONU demandent de libérer Maurice Kamto. Et puis en France, le financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été interrogé 4 jours durant par les enquêteurs. Voilà. Pour l'invité de ce mercredi, Maître Eric Emmanuel Sosa est avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir, Sémilien, oui. Nous commençons d'abord avec le Libéria. Le président George Weah a indiqué qu'il avait sollicité l'aide d'experts américains pour enquêter sur la mort mystérieuse de 3 agents du fisc et d'un contrôleur des dépenses gouvernementales. Ces morts avaient ému toute l'opinion libérienne. Le premier mort est un agent de l'autorité fiscale du Libéria qui a perdu la vie le 4 octobre dernier dans un accident de voiture dans la capitale Monrovia. Le lendemain, 2 autres membres de la même agence chargés de la collecte des impôts ont été retrouvés sans vie dans une voiture garée dans un parking de la capitale. Maître Sosa, d'abord, est-ce que pour ce genre de cas tel que présenté, en tout cas par la police libérienne, est-ce qu'on avait besoin de remonter jusqu'à Washington pour élucider l'affaire? Bien. Alors, le Libéria est un pays qui a été traumatisé par une guerre, une crise économique aggravée par des circonstances malheureuses telles qu'Ebola. Donc on peut considérer que l'État libérien est très affaibli. C'est une manifestation de l'impuissance publique dès lors qu'il s'agit d'aller chercher recours à ce qu'on peut appeler la matière grise disponible. Quand elle fait défaut, c'est que on considère que on a atteint les limites de l'incompétence locale et l'incompétence technique. Donc, on va chercher des ressources techniques aux États-Unis, pourquoi pas. La question est de savoir si les conditions sont localement réunies pour que les experts venus de l'étranger puissent travailler convenablement. Est-ce que déjà on n'a pas complètement corrompu le dossier, les éléments en possession des enquêteurs? Parce que pour qu'on ait besoin d'aller chercher des techniciens à l'étranger, c'est parce que les enquêteurs locaux se sont montrés incapables de pouvoir investiguer. De quoi s'agit-il? Des agents des services fiscaux qui meurent mystérieusement, l'un dans un accident de la circulation. Un accident de la circulation, pardon, quand même, ça peut arriver à peu près à tout le monde. Mais les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu peut-être font question. C'est la raison pour laquelle on interroge. Mais quels sont les éléments qu'on a réunis? Est-ce que on a déjà demandé à des experts mécaniciens libériens de faire un travail de prélèvement initial afin de pouvoir aider les experts qui vont venir des États-Unis, ou bien est-ce que ils ont commencé à faire un travail qui a été bâclé et qui va complètement souiller finalement les éléments de vérité qu'on peut avoir, parce que la manifestation de la vérité, on la recherche forcément dans ce genre de situation. On nous dit que 2 autres collègues de cet agent qui est mort accidentellement sont eux aussi trouvés morts dans un parking, 2 collègues ensemble, en même temps. Ça commence à devenir mystérieux, mais qu'est-ce que... 2 personnes qu'on retrouve morts dans un véhicule, de quoi ils sont morts? C'est la grande question. Est-ce que c'est un incendie? Est-ce qu'on les a fait carboniser dans la voiture? Est-ce que pour ça, on a besoin d'aller chercher des experts américains? Ou bien est-ce qu'on les a retrouvés dans la voiture, asphyxiés par les gaz d'échappement? Enfin, toutes sortes de choses dont on ne nous dit pas encore quels sont en fait les éléments matériels qu'on a rassemblés. Alors, on peut aller chercher des extraterrestres. Si le dossier initial n'a pas été bien préparé, ils ne trouveront rien. Ils ne pourront servir à rien. Fut-il américain, ils ne trouveront rien. Aux États-Unis, la scène de crime est immédiatement isolée. Et on dit, scène de crime, ne pas venir. Personne, sauf s'il est autorisé, ne peut venir
sur la scène du crime ou le territoire qui a été délimité. Et c'est sur ce territoire que l'on va travailler minutieusement, qu'on va rechercher tous les indices possibles. Or là, il s'est passé plusieurs jours après, et on va chercher des experts américains. Je doute fort qu'ils apportent quelque chose de très constructif. Maintenant, je ne connais pas les éléments qui sont actuellement réunis par les experts libériens. Mais c'est malheureux. Le président libérien George Weah a quand même indiqué que c'est vrai qu'il a sollicité l'aide des États-Unis, mais c'est sous forme notamment de mise à disposition d'un médecin légiste pour déterminer la cause des décès. Et il a dit « parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé ». Oui, bon, médecin légiste américain, oui, il va faire quoi? Une autopsie. Oui. Ça veut dire que le Libéria est à ce point. Vous savez, c'est vite vu, hein, et c'est un peu facile de critiquer aussi. Ils n'ont pas suffisamment de médecins pour les vivants. Alors, le médecin des morts, bon, c'est un peu le cadet du 36e de leurs soucis. C'est la raison pour laquelle, bon, finalement, on peut les comprendre. Mais il faut avouer quand même qu'il y a quand même beaucoup de mystères dans cette affaire, puisque le 10 octobre également, il y a le directeur général de l'agence chargé d'auditer les dépenses du gouvernement qui a été retrouvé mort dans son appartement à Monrovia. Comme si les services du fisc avaient décidé peut-être de s'intéresser de près à un certain nombre de dossiers compromettants pour certains et qu'on voulait se débarrasser de certaines personnes pour envoyer un signal. Oui, alors, dans ce cas-là, ça c'est vous qui faites la supposition, le président George Weah est en train de faire de l'enfumage. Il sait très bien que ces agents du fisc vont faire un travail qui va peut-être compromettre des gens autour de lui, et bon, finalement, mystérieusement, ils meurent les uns après les autres. Bientôt, ils vont refuser de travailler aussi. Comme ça, bon, on pourra gouverner tranquille. Hein, c'est un peu ça. Non, je ne comprends pas une chose. On met en place des systèmes pour les empêcher, justement, de délivrer leur performance. C'est-à-dire qu'on décide que désormais, on va faire un travail plus approfondi au niveau de la collecte des recettes de l'État et aussi des dépenses publiques. Et quand on met en place la ressource humaine utile avec la technicité qu'il faut pour faire ce travail, dès qu'ils commencent à faire le travail correctement, on panique et on les élimine. Hein, on commence à les oxyre les uns après les autres. Non, mais c'est bon. Je ne sais pas. Il faut pas aller vite en besogne. Il faut pas faire des supputations hasardeuses sur le cas qui nous est présenté. Mais si le président George Weah a trouvé que dans son pays, il n'y a pas de médecin légiste capable de faire des autopsies, il pourrait, en un mandat, en former quelques-uns. Hein. Ça sert à ça, l'État. Ouais. Quand on se rend compte qu'il y a des carences quelque part, pallier les carences fait partie de la mission de l'État. Bon, là, on a eu un à-coup. Bon, c'est pareil, quand il y avait Ebola, ils ont fait venir des médecins. Bon, Ebola a été une catastrophe généralisée. On va pas faire de la mauvaise critique là-dessus. C'était pas Weah, c'était Madame Sirleaf qui, par ailleurs, a de grandes... enfin, des faits d'armes politiques qui l'honorent, qui l'honoreront toujours. Je fais partie de ceux qui saluent tout le temps son passage au pouvoir, à la tête du Libéria, un pays très abîmé qu'elle a réussi à reconstituer plus ou moins. Et maintenant, souhaitons à son successeur de le rendre encore meilleur qu'il ne l'a reçu des mains de Madame Sirleaf. Mais bon, on voit des signaux qui sont très inquiétants. Et celui-là, en tout cas, en est un très préoccupant. Justement parce que depuis 2017 qu'il est arrivé à la tête du Libéria, George Weah ne fait pas encore le miracle qu'il avait promis. Écoutez, oui, c'est toujours comme ça. Ça, on est dans l'expression paradigmatique de la démocratie. On a élu un footballeur, et c'est un super crack au football, il a eu le ballon d'or. Si on distribuait des ballons d'or de présidence,
Bon, pour l'instant, il en est très loin. Mais bon, ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute de ceux qui l'ont élu. Moi, je dis tout le temps, chacun sa responsabilité. C'est la faute à ceux qui l'ont élu. S'il est totalement incompétent aux affaires politiques, c'est parce que il y a des gens qui ont décidé que, étant footballeur, il avait des qualités pour devenir. Bon, il s'est formé avant de devenir président. Il a été sénateur. Bon, il s'est formé. Vous voyez, je veux dire. Bon, il ne s'agit pas de dire que quand on a été footballeur, on est incapable de diriger un pays. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais il est en train de démontrer que lui-même a des capacités limitées. Mais c'est pas dû au fait qu'il était footballeur. C'est que, personnellement, M. Weah n'a pas les qualités nécessaires pour diriger un pays en crise comme le Libéria. C'est tout. Deuxième sujet, le Cameroun. Nous allons parler maintenant de la détention, de l'assignation à résidence, si on veut, de Maurice Kamto. Les experts des droits de l'homme des Nations Unies ont demandé aux autorités camerounaises, dans un communiqué, de libérer le principal dirigeant d'opposition, Maurice Kamto, et les autres personnes arrêtées lors d'une manifestation le 22 septembre dernier. L'opposant déclare être séquestré chez lui contre son gré depuis au moins 3 semaines pour avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime de Paul Biya qui dirige ce pays depuis 38 ans. Aujourd'hui, Maurice Kamto, aux yeux du pouvoir camerounais, c'est l'opposant à abattre? Oui, absolument, et clairement. Maurice Kamto est, en tout cas aujourd'hui, sur l'échiquier politique camerounais, le personnage politique le plus en vue et le plus susceptible de représenter une alternance au pouvoir de Paul Biya. Il est populaire, il est un homme politique qui a fait ses preuves. Il a été au gouvernement par ailleurs, mais c'est un éminent juriste et c'est un homme qui a montré du courage, et ça, on a l'impression que en Afrique, c'est un tort. Quand on a trop de qualités, c'est pas bon d'en avoir trop. Et quand on veut notamment les utiliser pour faire face à un pouvoir qui a trop duré et qui est devenu complètement efficace, qui est périmé à tous les niveaux, c'est pas bien. Et actuellement, il est assigné à résidence, mais officieusement, parce que personne ne le dit. Il n'y a aucune décision qui a été prise, mais dans les faits, il ne peut pas sortir. Maintenant, la grande question que je pose, pourquoi c'est les experts de l'ONU? Nous n'avons pas, au niveau de nos gouvernances communautaires, régionales, on a la CEDEAO ici, ils ont la CEMAC là-bas. La CEMAC, elle n'est pas gênée par ça, ça lui pose pas de problème. Et on a l'UA, ça lui pose pas de problème non plus. Ils vont pas s'en mêler parce que le Cameroun est souverain, et maintenant c'est les experts de l'ONU. Pourquoi je dis, je suis... pas que je suis contre, mais je considère que c'est, là encore une fois, du foutage de gueule, pardonne-moi de dire ça comme ça. Mais quand les États-Unis faisaient massivement des atteintes aux droits de l'homme à Guantanamo, l'ONU n'était pas là? Pas vu ça? Abu Ghraib, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ONU a dit quoi? Les experts de l'ONU, ils sont pas là quand il s'agit de... Puis quand c'est le Cameroun, ils gonflent les muscles? Non, je comprends pas pourquoi. D'accord, mais je dis pas qu'il faut pas qu'ils viennent, mais il faut que ces gens-là aussi aient de la cohérence. Pour qu'ils soient crédibles, il faut qu'ils aient la même rigueur et la même vigueur dans les contestations des atteintes aux droits de l'homme partout où ça se passe. Pas uniquement quand il s'agit des pays du Gondwana. Non, aux États-Unis aussi. Quand ça se passe... Écoutez, quand on vous dit qu'à Lesbos, en Grèce, il y a un traitement inhumain contre des êtres humains qui essayent de se déplacer, parce que la guerre les a chassés de chez eux, la misère aussi parfois, et que à Lesbos, ils se sont retrouvés dans une situation pire que l'enfer. Les experts de l'ONU s'expriment pas sur ça. Et quand il s'agit de Maurice Kamto, là, ils existent et ils se donnent des justifications pour expliquer qu'ils ont des salaires scandaleux. Non, mais c'est ça. Vous savez quoi? Dans le système onusien, vous êtes payé grassement à ne rien foutre. C'est littéralement ça. Et quand quelqu'un comme Trump dit, lui va couper les vivres, parfois on peut être d'accord avec lui, parce que sincèrement, et le système onusien a causé beaucoup de tort à nos pays. Les hommes compétents, on les a pompés
pour aller en faire de grands bureaucrates. Des grands médecins sont rentrés dans le système onusien pour faire des papiers, des rapports tous les jours. C'est devenu des médecins de bureau. Ils ne savent plus tenir une seringue. Voilà. Et ça a décimé les compétences africaines massivement. Et bon, on a l'impression que c'est ça. Bon, attendez, à certains niveaux, ça devient tellement frappant. Des grands enseignants, des gens mais de qualité exceptionnelle, ont été aspirés par ça. Et c'est très honorifique d'être membre ou d'être passé par un organe onusien, mais sincèrement, au fur et à mesure qu'on avance, que l'ONU même avance, on se rend compte que cette institution, malheureusement, elle ne fait que la preuve de son insuffisance. Mais pour Maurice Kamto et ses avocats, je veux dire que c'est le fait que l'ONU se prononce sur le cas, c'est comme une grande victoire aussi. Oh, oui, forcément. Mais quand on vous vient au secours, comme ça, de façon inespérée, n'importe qui le dit et qui attire l'attention sur votre cas est le bienvenu, forcément. Forcément, oui. Non mais écoutez, si Sosa Eric dit que ce qui se passe contre Maurice Kamto est scandaleux, tout le monde s'en fiche un peu. Hein, je veux dire. Mais quand c'est l'ONU qui le dit, oui. Mais pour quel résultat? Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Vous comprenez? Les experts de l'ONU, là, s'ils pouvaient décréter du fond de leur impérium, en tant que représentant la collectivité internationale, voyez, par la communauté, la collectivité des États, en disant nous allons au Cameroun pour aller parler à monsieur Paul Biya. Nous convoquons le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice pour leur dire que ce qui se passe là est absolument insupportable et qu'ils prennent des mesures que le Cameroun est capable de suivre et qu'il dicte des injonctions auxquelles le Cameroun peut obtempérer. Là, je dirais, nous avons des experts. Mais si c'est pour faire un petit bruit médiatique, là, comme ils font, et dont, finalement, le régime camerounais se fiche comme d'une guigne, ça sert à quoi d'avoir des experts de l'ONU qui se préoccupent du cas de Maurice Kamto? C'est ça ce que je veux dire. Faut pas faire comme ça de la communication, quoi. Là, l'ONU fait de la com. L'ONU est totalement inefficient sur le terrain de ce problème-là en particulier. Voilà. Précisément sur le terrain, en dehors de Maurice Kamto, le collectif d'avocats constitué pour la défense des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la manifestation du 22 septembre ont dénoncé en tout et pour tout 93 manifestants qui sont écroués. Depuis. Oui, absolument. Bon, mais c'est des atteintes. On a comme l'impression que Paul Biya, son pouvoir, ne veut supporter aucune forme de contestation finalement. Le pouvoir de Paul Biya, enfin le pouvoir camerounais, est autiste, complètement ostracisé. Enfin, ils vivent en autarcie et ils ne veulent absolument en rien céder quoi que ce soit, pas un poil, ni même à la contestation la plus légitime. Parce que bon, ces gens-là, ces manifestants, ils faisaient leur manifestation de façon tout à fait pacifique. Ils ont été arrêtés depuis tout ce temps, ils ne sont pas jugés. Bon, comment vous appelez ça? L'argument du pouvoir, c'est que la manifestation était interdite. Oui, bon, alors d'accord. Mais il est interdit maintenant de s'exprimer. Mais le droit de manifester est un droit qui est protégé par la Constitution du Cameroun même. Hein. Attention, ils n'ont fait qu'exercer un droit constitutionnel. Et on vous dit, non, c'est interdit. Mais oui, mais s'il faut à chaque fois, c'est vrai, le droit de manifester est encadré. Dans tous les pays, c'est comme ça. On ne peut pas se lever et créer un trouble important à l'ordre public comme ça, parce qu'on le veut soi. Et il est heureux que ce soit encadré. Mais ici, c'est même pas que c'est encadré, c'est interdit. En gros, ça rime à ça. Ouais. Voilà. Le résultat, c'est ça. C'est-à-dire que, comme de toute façon, on vous autorisera pas, si vous le faites, c'est la case prison. Donc, en fait, il y a des gens qui préfèrent finalement manifester, aller en prison, plutôt que de ne rien dire et de rester chez eux en s'auto-censurant. Mais c'est malhonnête et c'est malheureux. Est-ce que M. Kamto, lui, pourra quand même réussir là où de grands noms de l'opposition, comme John Froundi, ont échoué?
Camto a des arguments différents de ceux de Frondy. Et Frondy a mené une bataille vraiment homérique, valeureuse, contre le régime de Paul Biya. Mais bon, il a rendu les armes parce que, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, absolument rien, qui pouvait faire pièce à l'installation de ce pouvoir. Et malheureusement, il est de la partie anglophone, et l'irrédentisme anglophone a forcément impacté son message politique, et à un moment donné, ça l'a décrédibilisé. Parce qu'il y avait toujours en toile de fond une sécession et aussi une lutte armée. Et quand vous avez ça, en plus d'une opposition, à un moment donné, ça vous affaiblit. Camto n'a pas ça. Maurice Camto est un opposant politique issu du Cameroun francophone ordinaire, et qui a quand même une base électorale très forte aussi dans la partie anglophone, ainsi que dans le Nord. C'est pour ça que je dis qu'il peut réussir beaucoup mieux que John Frondy, parce que John Frondy avait quand même un substrat électoral qui était un peu trop, typé, trop localisé et ethnicisé à outrance. Un peu ça. Dernier sujet, la France. Nous parlons maintenant du dossier du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'audition de l'ancien président par les juges chargés de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2017 s'est terminée lundi soir. L'audition a pris fin. C'est une source judiciaire qui l'a indiqué. Il n'est plus entendu le mardi, comme indiquaient certaines personnes. Michel Gaudin, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, donc est formel là-dessus. L'ancien président est écouté notamment, comme nous le disons, pour des éventuels financements libyens de sa campagne. Ça fait pratiquement, Maître Sosa, 13 ans que ce dossier... C'est vrai qu'il y a eu 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy, on n'en a pas du tout parlé. Après, le dossier a rebondi. Est-ce qu'on a véritablement envie d'aller dans le fond, ou c'est simplement cette procédure d'audition par-ci, par-là, c'est un peu de l'enfumage? Non. Les auditions font partie de la manifestation de la vérité. Dans un dossier comme celui-là, il est normal que les auditions aient lieu. Mais quand on vous dit quand même qu'on est en train d'interroger pendant 4 jours... l'ancien chef d'État, c'est que le dossier est, à mon avis, lourdement constitué. Parce que s'il n'y avait rien, on n'avait pas besoin de l'interroger tout ce temps. Il est bardé de tous les avocats compétents possibles. Il a toujours, et de toute force, cherché à éviter d'aller que cette affaire-là aboutisse, en tout cas. Il utilise tous les moyens de procédure, même les plus artificieux, tout, mais absolument tout, pour ne pas avoir à répondre de ses actes. Sur le plan moral, il y a beaucoup de choses. On n'est pas là pour faire de la morale, mais quand même, voilà quelqu'un qui a été aidé de façon totalement illégale et officieuse, parce que on a dépassé le soupçon. On a quand même des éléments maintenant qui sont stabilisés dans le dossier et qui démontrent que il y a eu un financement. Maintenant, à quel degré Monsieur Sarkozy lui-même est impliqué, ça, c'est à l'enquête de le dire. Mais il y a eu un financement libyen. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Maintenant, ça a aidé la campagne de Monsieur Sarkozy à dépasser les limites. Et c'est là où c'est illégal. Et c'est pour ça que le dossier est intéressant. Maintenant, il a d'autres dossiers encore. Et à chaque fois, il va jusqu'en cassation. Et un jour, il finira quand même par venir répondre de ses actes. Quelqu'un vous a aidé, et puis, en remerciement, vous le faites assassiner. Vous voyez, pourquoi il y a une justice immanente. Il a été placé sous contrôle judiciaire en mars 2018, après avoir été inculpé pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne.
À supposer que ce ne soit pas Nicolas Sarkozy, une autre personnalité qui n'est pas l'envergure de Nicolas Sarkozy, mais qui a été candidat, ce dossier peut-être aurait connu un aboutissement depuis, un procès où quelqu'un aurait été condamné ou relaxé. Ben non, mais Nicolas Sarkozy fait tout pour empêcher que le procès avance, que l'enquête avance. Donc, non, c'est que si il ne s'agissait que de voir de façon linéaire les choses évoluer, c'est-à-dire une enquête, c'est quoi? Il y a des éléments qu'on a pu réunir qui contiennent les faisceaux de présomption. Ouais. D'accord? Bon, après, on va dire, il y a des charges suffisantes pour pouvoir instruire le dossier. Bon, on instruit le dossier et pendant l'instruction, il y a les réponses données par les personnes interrogées et qui sont à chaque fois réconciliées avec les faits et avec les éléments disponibles. Et c'est là-dessus qu'on construit un dossier à charge. Oui. D'accord? Une accusation. Bon, ici, il y a une volonté manifeste de ne pas répondre ou de répondre de façon incomplète pour amener encore à d'autres investigations, pour revenir encore dessus. Ça a été ça tout le temps. C'est aussi parce que Nicolas Sarkozy lui-même est un avocat qu'il arrive à jouer sur ces artifices du droit. Écoutez, dans ce dossier, on ne fait que de la procédure depuis que l'enquête a commencé. Et d'ailleurs, sur tous les dossiers de Nicolas Sarkozy, c'est encore ce dossier qui a amené l'histoire des écoutes, qui a débouché sur d'autres dossiers. Donc, en fait, c'est un dossier à tiroir. Et on a l'impression, oui, mais effectivement, mais Nicolas Sarkozy était avocat. Il a toutes les ressources nécessaires. Il est un avocat, bon, entouré d'éminents avocats. Donc, ils essayent de trouver tous les moyens pour éviter qu'il ne comparaisse. La différence avec un autre collaborateur de Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, a été président. Il a été élu. Oui. Ça fait une sacrée différence. Quand vous avez triché pour être élu, ça pose des problèmes, et c'est la raison pour laquelle il est important que l'enquête aboutisse, et on ne va pas dire que c'est de l'acharnement. Il faut que cette enquête-là se poursuive. Maître Sosa, merci. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite, et puis après le journal Regard croisé.